Bonjour Roland. Est-ce que ça va bien? Très bien, merci. Ok, d'accord. D'accord. Qu'est-ce que la Saint-Valentin? D'où vient sa popularité et pourquoi est-elle si importante pour les jeunes et les vieux couples? D'accord. Bon, déjà, on voit que... Merci. Donc, les luminaires des fêtes de fin d'année se sont éteints. Nos différents magasins ont pris de nouvelles couleurs. Maintenant, on voit des nounours rouges, des boîtes de chocolat, des fleurs. Les femmes attendent des cadeaux exceptionnels. Les hommes espèrent pour une fois être surpris. Donc tout le monde parle maintenant de Saint-Valentin. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelle est l'origine de cette fête. Comme Roland l'a dit, d'où vient cette fête? Alors tout a commencé au IIIe siècle, en 270. Ça remonte à vieux. Donc à l'époque, il y a eu un décret de l'empereur Marcus Aurelius Claudius Gothicus, alias Claude II ou encore Claude le Gothique. Donc, que disait ce décret? Ce décret interdisait à tous les hommes de se marier avec leur bien-aimé. Alors, pourquoi un tel décret? En fait, à l'époque, la Rome était en guerre avec plusieurs pays frontaliers. Donc, Claude II estimait que les mariages affaiblissaient les hommes qui étaient trop amoureux, trop pensifs. Et donc, il a introduit cette interdiction du mariage. Et Valentin, qui était à l'époque un jeune prêtre, mariait en secret les jeunes époux dans son église. D'où vient cette histoire de Saint-Valentin? Donc, le mythe raconte que quand il mariait les jeunes, il offrait donc à l'époux une fleur que l'époux, à son tour, était censé offrir à sa fiancée. Très romantique, je trouve. Donc, le 14 mars 273, il est décapité par Claude II et l'Église catholique décide de le canoniser. Et c'est alors que l'on a commencé à parler de Saint-Valentin. Donc, voilà un peu présenté de manière très brève l'histoire de la Saint-Valentin, pourquoi aujourd'hui on la célèbre et pourquoi elle est si importante pour nous. Donc, bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. Je vais maintenant passer la parole à Bonnie Sarah, qui va nous parler de l'allaitement maternel. Parce que, bon, après la Saint-Valentin, on peut avoir des petites grossesses. Donc, 9 mois après, on a des enfants. Sarah va nous en parler un peu. Alors, merci Marie-Dominique. Merci. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Matin Bonheur à l'UL. En Côte d'Ivoire, selon les analyses du ministère de la Santé, le taux d'allaitement a connu une hausse entre 2011 et 2016. Elle est passée de 12% à 23%. Vrai que ce taux est quand même à la hausse, mais de nos jours, nous remarquons aussi beaucoup que les mamans délaissent beaucoup l'allaitement naturel pour faute de temps, très souvent, à cause de leur vie professionnelle très active, ou bien par manque d'envie tout simplement. Donc aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'allaitement pour la santé du bébé. Il existe de très nombreuses preuves scientifiques sur les avantages liés à l'allaitement. Déjà, c'est très pratique. Il est toujours prêt. Il est économique, il est écologique et enfin, il ne laisse aucun déchet et il n'a besoin d'aucun transport. Ensuite, côté santé, les bébés allaités sont moins souvent touchés par des infections gastro-intestinales ou bien des infections des voies respiratoires. Pour les infections gastro-intestinales, nous pouvons parler de la diarrhée ou du choléra. Et pour les infections par voie respiratoire, nous pouvons parler des grippes, des rhumes ou bien des otites. L'allaitement serait associé à une réduction du risque du syndrome de la mort subie du nourrisson, par exemple. Une étude canadienne a prouvé que l'allaitement pourrait avoir un effet protecteur contre les maladies comme l'eczéma, le diabète ou l'asthme. Mais par contre, pour l'asthme, les allergies alimentaires et le rhume des foins, l'effet protecteur est moins clair. En plus, l'un des meilleurs points de l'allaitement est l'attachement. Le geste d'allaiter permet un contact peau à peau entre la mère et le bébé. L'allaitement répond donc non seulement à un besoin nutritif du bébé, mais aussi à un besoin de chaleur et de sécurité. Il est aussi très bénéfique, aussi bien pour les bébés que pour les mamans. Les bienfaits de l'allaitement maternel et de l'allaitement pour la mère sont tels que l'allaitement exclusif et prolongé peut aider la mère à perdre du poids pris pendant la grossesse, ou bien l'allaitement réduit les risques de cancer du sein et peut-être de l'ovaire. Enfin, nous pouvons parler de la durée de l'allaitement. Selon l'OMS et la Société canadienne de pédiatrie, elles recommandent de nourrir les bébés exclusivement durant les 6 premiers mois de leur vie. Et ensuite, elles peuvent poursuivre autant de temps qu'elles veulent, 2 ans ou au-delà, mais tout cela dépend de la volonté de la mère et du bébé. Nous pouvons dire que plus l'allaitement dure longtemps en nombre de mois,
plus elle a des effets bénéfiques et importants. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.babymaman.com ou bien dans les magasins Happy Baby ou Bichono Nubuchu. Merci. Alors, merci Marie-Dominique, merci Sarah pour ces sujets très instructifs. On vous revoit très bientôt pour une nouvelle rubrique, la leçon du jour. Alors, on passe à notre rubrique chronique avec notre première chroniqueuse, Larissa Lobé, pour les transports urbains. Larissa, bonjour, comment allez-vous? Bien. Ok, d'accord. Larissa, vous allez nous parler des transports urbains. D'abord, qu'est-ce que les transports urbains? Quels sont les transports urbains communément utilisés à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Et quelle est l'importance des transports urbains et pourquoi tant d'indiscipline sur les routes ivoiriennes? Alors, bonjour à tous nos téléspectateurs. Comme l'a dit Roland, je vais vous parler des transports urbains d'Abidjan. Je vais vous parler spécialement des Woro et des Gbaka, qui sont vraiment des transports emblématiques dans la ville d'Abidjan. Qu'est-ce que les Woro? Les Woro sont des taxis communaux et intercommunaux, généralement à 5 places. Et les Gbaka sont des mini-cars de 18 places. Ces deux taxis sont vraiment populaires ici à Abidjan, puisque tout le monde utilise soit des Woro, soit du Gbaka. D'abord, mais malgré toutes ces notoriétés, il y a des aspects négatifs à relever. En premier lieu, il y a l'état des véhicules. On peut constater que l'état des véhicules est vraiment déplorable. Je prends l'exemple des Gbaka. Par exemple, quand c'est dans le Gbaka, souvent il y a des trous dans le Gbaka et que parfois la portière ne se ferme pas. Ces états sont vraiment déplorables. Aussi, il y a la conduite sur la route. Ils conduisent très mal. Parfois, ils grillent le feu, ils roulent sur les trottoirs et ils conduisent à des vitesses vraiment très dangereuses. Et aussi, ils sont mal polis. Par exemple, dans les Gbaka, il y a les apprentis, ceux qui encaissent la monnaie des clients, qui sont vraiment très mal polis avec les clients. Ils ne prennent pas en considération leurs clients. Malgré tous ces aspects vraiment négatifs, comme je l'ai dit plus haut, le Gbaka et le Woro sont vraiment des transports vraiment utiles pour le client. Par exemple, quand on regarde aux heures de pointe, on peut constater les files d'attente. Parfois même, on lutte pour avoir une place dans le Gbaka ou dans le Woro. Donc, en conclusion, je peux dire que malgré ces aspects négatifs, les Gbaka seront toujours utiles pour la population ivoirienne. Tant qu'il y aura des Woro, tant qu'il y aura des Gbaka, la population ivoirienne n'arrêtera pas de les emprunter. Merci. Alors, merci Larissa pour votre sujet très intéressant. J'espère qu'on vous reviendra très bientôt sur notre plateau. Ensuite, nous allons passer à Angela Kadja avec son volet musique, coupé-décalé versus Zouglou. D'abord, nous allons faire une différenciation. C'est ça, Angela? Une différenciation de ces deux genres musicaux. Vous allez nous parler un peu des artistes, leur style vestimentaire et la préférence des Ivoiriens. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Déjà, je vais partir d'un fait. Je savais que les goûts et les couleurs ne se discutaient pas, mais ça, c'était depuis ce matin, dans d'un transport en commun appelé Gbaka. Comme vous le savez, les chauffeurs de Gbaka jouent les musiques selon leurs humeurs. Il était midi, la chaleur était à son comble lorsque le Makoumanda retentit dans le véhicule. Un jeune homme habillé en jean déchiré, chemise très près du corps, l'empêchant presque de respirer, accoutrement des coupés des Kaliman, semblait apprécier cette musique. Tandis que la plupart des personnes âgées gueulaient en espérant que le chauffeur ait pitié d'eux. Comme par miracle, le Gbakaman se rendit dans un tout autre style musical en faisant appel à un grand groupe zouglouman appelé Espoir 2000. Le coupé décalé et le zouglou, deux styles de musique prisés en Côte d'Ivoire, font tous deux l'objet de plusieurs débats. Le coupé décalé est plus aimé par les adolescents et les jeunes de 15 à 30 ans car selon eux, est diverti.
tout le contraire des fanatiques du Zouglou qui, eux, pensent que le coupé-décalé mène à la dépravation de nos enfants et qui mène souvent au vol et tout le reste. Donc pour eux, le Zouglou est la musique par excellence, car en l'écoutant, elle nous conseille. On pourra donc se demander pourquoi cette guerre de préférence entre le Zouglou et le coupé-décalé, puisque tout le monde y prend du plaisir dans ce qu'il écoute. Quel est donc votre point de vue sur cette histoire de coupé-décalé Zouglou? Pour ma part, en tout cas, j'écoute les deux, selon le contexte, bien sûr. Alors, merci Angela pour ce volet musique. Mais vous ne l'avez pas dit. Vous êtes coupé-décalé ou Zouglou? Je l'ai dit à la fin, j'écoute les deux selon le contexte. D'accord. Donc, Angela est plus Zouglou et coupé-décalé. Alors, on vous verra très bientôt sur ce plateau. Merci. Et à très bientôt. Alors, vous faites du sport? Vous ne faites pas du sport? Peu importe. Notre célèbre chroniqueur sportif vous en fera tellement baver sur le sport que vous aurez envie d'avoir des abdos secs et durs. Alors, Yohan, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous, je suis Yohan Yamke, chroniqueur sport au Matin Bonheur de l'UL. Alors, je vais vous entretenir sur l'importance de faire du sport, spécialement lorsqu'il s'agit de perdre du poids. Tout d'abord, il faut savoir que le sport, chaque personne fait du sport pour quelque chose de précis. Chaque personne fait du sport pour un besoin personnel. Certains font du sport simplement pour se défouler, d'autres pour se dépasser. Et pour d'autres, il s'agit simplement de faire du plaisir ou chercher à plaire. Précisément, nous allons parler de perdre du poids. Quand je dis perdre du poids, vous allez me dire, mais c'est facile, je peux seulement faire un régime et c'est tout. Mais sachez que c'est une grosse erreur parce que sport et régime se combinent. Le sport tout seul ne va pas vous permettre de perdre du poids. Si tu fais du sport et tu vas manger 200 kg de garba après, c'est sûr que tu ne vas rien perdre, mon cher ami. Le régime en lui-même, le régime alimentaire, il met le corps dans une sorte de demande énergétique, de manque énergétique. Et donc, lorsque le corps est dans ce déficit énergétique, il va puiser donc cette énergie dans la graisse, c'est-à-dire les tissus adipeux, et les muscles, les fibres musculaires. Et nous, on ne veut pas perdre du muscle. Si on perd du muscle, c'est dangereux. On devient tout sec et on va chercher encore à prendre du poids après. Du coup, ça rime à quoi? Ça rime à rien. Raison pour laquelle il faut faire du sport. En effet, le sport va vous permettre d'entretenir cette masse musculaire que vous avez déjà, tout en diminuant la graisse que vous avez, parce que le régime alimentaire va taper directement dans les graisses. Pour faire le type de sport ou le type d'exercice qu'il faut beaucoup faire dans ce genre de cas, c'est de faire les exercices qui durent 30 minutes sans stop. Cela va vous permettre de taper dans la graisse et de vraiment garder une forme impeccable. Alors, je vous remercie et faites du sport. Alors, merci Yohan Yamke. Je pense qu'après ce que j'ai écouté, j'aurai envie de faire du sport chaque jour. On vous voit très bientôt sur notre plateau. Merci pour ces 3 sujets. On dit merci à nos chroniqueurs pour ces 3 sujets très intéressants. Ce que je retiens, moi, c'est que les transports urbains sont très dangereux, mais plutôt utiles. Coupé-décalé, Zouglou, je sais que ces 2 musiques sont plutôt intéressantes. Et avec Yohan Yamke, le sport, c'est tous les jours. Alors, on passe à la partie plus vivante de notre émission, avec un débat sur hommes et femmes, qui fait quoi? Alors, on a 4 présentateurs ici. Je les présente. On a Frédéric Lédier, bonjour. Bonjour. Dominique Akou, bonjour. Comment allez-vous? À ma gauche, on a Gaël Couton et Emily Sioboué. Alors, messieurs, on va passer d'abord à la première partie, le ménage. Qui fait le ménage dans la maison, monsieur Frédéric? Merci, Roland Koma. Le ménage en Afrique, précisément, c'est la femme qui s'occupe du ménage. L'homme, il a d'autres tâches à faire dans la maison, mais pas le ménage, surtout pas ça. Voilà, donc le ménage, pour moi, est destiné directement à la femme. Je pense que la joute féminine n'est pas de cet avis. Tout à fait. Pour ce que vient de dire mon collègue, monsieur Frédéric, je ne suis pas très d'accord avec ça. Parce que je dirais que ça, c'est une vieille pensée. C'était avant. Maintenant, nous sommes dans l'émancipation de la femme. Et je suis désolée, mais je pense que les tâches doivent être partagées.
La femme ne peut pas tout faire, désolée. C'était avant que la femme n'allait pas à l'école, surtout ici chez nous en Afrique. Elle n'était pas scolarisée et tout. Elle était chargée de s'occuper de la maison, faire à manger et tout nettoyer. Mais là maintenant, l'homme travaille, la femme travaille également. Et donc, on va se partager les tâches ménagères. C'est comme ça que ça va se passer. Qu'en dites-vous, monsieur Akou? L'homme doit faire le ménage, la femme? Eh bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'était des traditions anciennes, le fait que la femme fasse le ménage. Et aujourd'hui, on se tourne beaucoup plus vers une gestion conjointe du foyer, une gestion conjointe du ménage. Donc, ça relève bien sûr des deux époux de s'entendre et de décider ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Et mon collègue est vraiment dans le passé, quelque part, mais aujourd'hui, véritablement, plusieurs États cherchent à mettre véritablement cette gestion commune du ménage cette gestion commune du ménage hommes et femmes. Ok, donc on voit que les avis sont plutôt partagés. D'accord, on va passer à la deuxième partie de notre débat, le budget. Emily Siowe, qu'en dites-vous? Merci. Le budget. Concernant le budget, la femme doit pouvoir faire payer les différentes charges de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, comme mes collaborateurs l'ont dit. Aussi, la femme, vu son travail, ses occupations, l'homme aussi est chargé de payer certains frais de la maison. Mais ne pensez-vous pas que l'homme doit assurer toutes les charges de la maison? Parce que dans certains foyers, ça se fait. Qu'en dites-vous, monsieur Frédéric? Selon Madame Gaëlle, on est à l'état de l'émancipation. Donc, je pense que si l'homme ne peut remettre toutes les tâches de la maison à la femme et que l'homme doit partager les tâches, je pense aussi que la femme doit partager aussi la budgétisation de la maison, les charges, le partage des charges. Voilà. Mademoiselle Couton, qu'en dites-vous? Vous êtes une femme. Aurez-vous envie de payer des charges? Merci. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, et mon collègue me l'a bien souligné, les tâches ménagères doivent être partagées. Et je pense que si la femme travaille, il est tout à fait logique qu'elle participe au budget familial, qu'elle s'occupe des tâches. Et donc, le budget doit être partagé, mais ça doit être bien défini. Elle peut s'occuper, par exemple, du volet culinaire, de la cuisine, et puis je sais pas moi, des vêtements des enfants, des petits besoins des enfants, et lui, l'homme, de payer les factures. Enfin, il faut que tout soit bien structuré, en fait, qu'on sache qui s'occupe de quoi. Merci. Alors, monsieur Akou, selon vous, qui doit éduquer les enfants, l'homme ou la femme? Déjà, je vais rebondir sur ce sujet du budget. Dans l'ancienne loi, c'était prévu que l'homme soit celui qui s'occupe de toutes les charges. Mais aujourd'hui, les tâches sont partagées et les deux doivent vraiment s'entendre sur la question du budget. En ce qui concerne l'éducation, je pense qu'un enfant a véritablement besoin de ses deux parents. Donc, ce n'est pas l'un qui va faire, que chacun soit acteur dans l'éducation de son enfant. Et le père comme la mère, tous deux doivent prendre leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Je pense qu'on va prendre une dernière intervention. Mademoiselle Emily Yoboué, selon vous, qui doit éduquer les enfants, l'homme ou la femme? Parce qu'on voit que l'homme est beaucoup occupé, il va au travail. Donc, je pense que la femme doit souvent participer à cette partie. Merci beaucoup. Personnellement, la femme doit s'occuper de son enfant, doit éduquer ses enfants, parce que le mari n'est souvent pas là. Il est au travail. La maman, c'est vrai qu'elle est au travail, mais la grande partie des charges est pour la mère. Oui, fini. Passez vite. On dit merci à nos 4 présentateurs, nos 4 débatteurs, et on vous dit à la prochaine pour un nouveau débat. Alors, on passe à la fin de notre émission, qui est ce volet culturel avec ce qui vous échappait, l'Akrouba, une nouvelle langue nationale. On a 2 jeunes présentateurs, M. Loïc Bretoum et Mlle Anomba Paul. Comment allez-vous? Bien?
Donc, l'unité nationale passe par l'unicité des langues. C'est une citation de M. Adjobi François Hanot, originaire de Beaunois, père de famille, instituteur à Jacquesville, enseignant-chercheur, qui a dirigé l'étude sur la Krouba, qui est une langue basée sur la similitude entre les plus de 60 langues et ethnies de Côte d'Ivoire, et qui a été une initiative du ministère de l'Éducation nationale pour enseigner nos langues nationales. Et donc, nous avons aujourd'hui Mme Paul Nice, qui est une spécialiste de l'éducation, pour nous parler des origines de la Krouba. Donc, Mme Paul Nice, pouvez-vous nous dire quelle est l'origine de la Krouba et pourquoi cette appellation? Merci. Alors, la Krouba vient des 3 grands groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. L'Akan, A pour Akan, Krou pour les Krous et Ba pour le groupe du Nord que M. Hanot Adjobi François a appelé Ba. La première appellation du nom devait être Enononse, qui signifie entente, mais M. Adjobi a préféré que le nom de cette langue soit un mélange des 3 grands groupes culturels de la Côte d'Ivoire linguistique. Eh bien, quand on sait que, selon Wikipédia, en 2012, le Malinké et le Djoula sont